promise, chose due, on se retrouve pour une séance de rattrapage du CQFR du samedi matin. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y avait pas eu d'émission le week-end dernier. C'est de ma faute, question d'organisation personnelle. Donc on a décidé, et j'ai décidé, en l'absence de mes camarades, de faire une petite séance de rattrapage avec une salve de questions que vous nous avez envoyées. Comme toujours, très 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 nombreuses au milieu de messages fort sympathiques, de remarques, de commentaires, toujours très constructifs et agréables. Donc c'est parti pour quelques questions que j'ai sélectionnées. N'hésitez pas, comme toujours, à renvoyer à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com les questions que vous voulez nous voir traiter. La première question nous vient de notre ami Wax, fan des Pistons devant l'éternel, dont je rappelle que vous pouvez écouter l'émission Fanzine sur YouTube, qui est un petit bonbon que personnellement je rate jamais et que donc vous pouvez retrouver à chaque fois sur la chaîne YouTube de Wax. Vous pouvez aussi écouter sa musique sur toutes les plateformes de streaming, notamment son album Étincelle qui est sorti l'année dernière et que je vous recommande également. C'est une question qui est également posée par Gabriel, preuve que vous êtes plusieurs à vous être fait la remarque, à vous l'être posée. Et cette question, c'est: est-ce que le trade Karl Anthony Towns-Julius Randle n'est pas le plus win-win de l'histoire? Alors je ne sais pas si c'est le plus win-win de toute l'histoire, mais en tout cas c'est un trade qui moi me pousse forcément au mea culpa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où ce trade est intervenu, où on avait discuté dans un podcast avec Antoine et Théo. Je crois que j'avais utilisé le terme de possible lose-lose, perdant-perdant. Et force est de constater que, que je m'étais totalement planté. C'est un trade gagnant-gagnant, assurément, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est rarement le cas même finalement. Et Julius Randle est incroyablement épanoui à Minnesota, il est dans un rôle qui lui convient à merveille. Il y a eu un changement de décor qui lui a été bénéfique, même s'il était quand même très très bon à New York. Faut pas oublier qu'il a fait des saisons de All-Star à New York et que c'est surtout en playoff où ses performances ont été moins probantes, on va dire, pour être poli, avec des pourcentages forcément en berne par rapport à la saison régulière. Il est aujourd'hui indispensable aux Timberwolves et c'est même l'une des armes majeures, je pense, pour la série contre OKC, parce que OKC n'a pas vraiment de joueur de ce profil-là et avec sa capacité à brutaliser un peu l'opposition près du cercle, à s'écarter, à défendre bien dans le moule de ce qui se fait à Minnesota, je pense que c'est une arme essentielle et il a trouvé sa place à Minnesota, ce qui était à mon sens pas gagné d'avance. Et Kat c'est un peu pareil. Kat, j'avais un peu peur de l'intégration à New York. Le côté retour à la maison, parce qu'il a quand même grandi dans l'état de New York. Le côté, je sais pas comment il voit sa place dans la hiérarchie. Or, il s'est très très bien fondu. Il n'a pas eu, au niveau égo, je pense qu'il s'en est très très bien sorti. Et il a été excellent tout au long de la saison. Sa campagne de playoff pour l'instant est plutôt bonne. Donc, on peut dire que c'est un trade gagnant-gagnant où les deux joueurs ont apporté quelque chose à leur équipe. Et c'est assez dingue de se dire qu'il peut y avoir une finale Oklahoma City-New York dans quelques semaines avec ces deux joueurs qui ont été échangés pour un trade qui a quand même fait beaucoup parler et qui vont peut-être se retrouver et s'affronter en finale. Donc bravo aux deux GM, c'était pas gagné d'avance, on verra sur le plus long terme, mais honnêtement ça a été une très belle vision de la part des deux, je trouve. Question ensuite de Scooby, dont le pseudo me fait autant penser à Scooby-Doo qu'au jeu du Slooby dans Kaamelott. Mais passons, la question c'est: qui selon vous a la pire voix entre Vernon Maxwell, Scottie Pippen, Dikembe Mutombo et Dennis Rodman? Alors c'est des voix assez différentes, c'est des timbres très particuliers. J'ai quand même l'impression que la moins facile à assumer ou la moins facile à porter, même si elle est emblématique, et paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps pour Dikembe Mutombo. Là c'est la plus rocailleuse, caverneuse, les nuances sont plus difficiles pour lui. Elles étaient plus difficiles pour lui. Je dirais que c'est celle-là la pire, ou en tout cas la plus compliquée à assumer ou à porter. Parce que Dennis Rodman, c'est les excès de la vie, à mon avis, qui ont modifié quelque peu sa voix. Vernon Maxwell, c'est un mix entre une voix grave et un peu éraillée. Et Scottie Pippen, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir une voix aussi grave et puissante. Je trouve que ça, en termes d'autorité, c'est plus facile d'avoir la voix de Scottie Pippen, par exemple, que j'ai pas d'exemple, mais que quelqu'un qui aurait une voix plus aiguë. Donc Pippen, non, je trouve que sa voix, elle est même cool. Et la plus difficile à porter, c'est très certainement celle de Dikembe Mutombo. On a une question ensuite de Papa Clem. Je lis ça et là les premières rumeurs quant à un départ de Giannis Antetokounmpo. J'ai vu que les Rockets se tenaient dans les starting blocks de la Free Agency et sont potentiellement chauds pour Kevin Durant ou pour le Greek Freak. Ma question est quelque peu provocatrice. Comment est-il possible de se poser la question entre les deux ?
Bien que KD soit l'un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps, je ne comprends pas une seconde comment Houston pourrait hésiter entre les deux. En fait, je ne pense pas que Houston hésite entre les deux. À mon avis, les deux ne leur sont pas servis sur un plateau. Houston a des atouts qui permettent d'envisager probablement de recruter les deux, avec le noyau de jeunes joueurs qu'on connaît et qu'on a pu voir en action pendant les playoffs. Je pense que ça va dépendre. Évidemment qu'à mon avis, si la possibilité de recruter Giannis se présente, que lui fait un pas dans cette direction en disant qu'il est intéressé par les Rockets, s'il le dit à sa direction, si tant est que la direction et Giannis travaillent un peu main dans la main pour lui trouver une porte de sortie qui lui conviendrait et qui conviendrait à la franchise. Si Giannis dit que ça lui plairait bien d'aller à Houston, je pense que Houston n'hésitera pas. Il y a quelques années de moins, il y a 5 ou 6 ans, 5 ans de moins sans doute entre Giannis et 5 ans de différence entre Giannis et KD. KD a un stade de sa carrière où je pense qu'il est toujours très bon, mais où tu peux pas le mettre totalement dans la même case que Giannis qui est candidat MVP tous les ans. Donc je ne crois pas qu'il se pose la question. Je pense que si Giannis n'est pas disponible, c'est pas les mêmes joueurs, attention, ils jouent même pas spécialement au même poste, mais si Giannis est disponible, ce sera leur priorité, et leur priorité de trouver un deal qui tienne la route et qui les handicape pas trop. Si Giannis manifeste l'envie de signer dans une autre équipe et n'est pas trop chaud pour repartir à Houston, peut-être que Houston se dira bon, sur le marché, il y a quand même un joueur qui a le pédigré, le palmarès, l'expérience de Kevin Durant. Ce serait un très beau lot de consolation. Je pense pas qu'ils vont prioriser l'un par rapport, enfin KD par rapport à Giannis, et que s'il y a priorisation, ce sera Giannis par rapport à KD. Question d'Alice qui est graphiste et donc très attentive. Elle nous dit à tout ce qui entoure la NBA niveau design, image et visuel en général. 2 questions rapides et simples. Pour vous, totalement subjectif, quel est le plus beau logo designé pour une équipe NBA ou WNBA? Vous pouvez bien entendu prendre d'anciens logos qui n'existent plus. Je parle bien du logo d'équipe et non des maillots. Alors pour cette première question sur les logos, Antoine et Théo sont un peu plus les experts du design et ont des avis un peu plus marqués que les miens en général en termes de design. Je dirais que en dehors des logos qui sont emblématiques, et du coup c'est forcément des bons logos parce qu'ils n'ont jamais bougé, hein. Chicago avec le taureau qui a des yeux menaçants, ça c'est quand même ça est établi dans le monde entier et ça parle à tout le monde. Après en termes de valeur de design, je sais pas, de beauté du design, je sais pas si c'est le plus beau. Moi, donc, et je mets aussi dans cette catégorie-là Boston, New York, euh, et j'en oublie certainement d'autres, mais ceux qui sont immuables et qui n'ont jamais changé ou presque, avec des designs soit simples, hein, soit très forts, avec un personnage emblématique dedans, comme celui des Celtics. Personnellement, j'ai toujours bien aimé celui des Warriors, avant même que les Warriors aient du succès dans la dernière décennie. Je trouve qu'il est à la fois moderne et un peu ancien. Les couleurs sont assez flashy, sans être criardes. Le bleu et le golden, je trouve que ça va très bien ensemble. Le pont est joli, joliment dessiné. Je trouve qu'il a de la gueule. Donc sur le plus beau logo, je mettrais celui-là. Euh, et sa deuxième question, quelle est pour vous l'équipe NBA qui a le meilleur packaging complet concernant les éléments graphiques, beau logo, couleurs attrayantes, beau maillot, beau stade, et celle qui a le pire? Je vais pas être très original, du coup je vais aussi dire que les Warriors, sur l'ensemble, le packaging, j'ai toujours trouvé les maillots très sympas, c'est sans doute dû aux couleurs que j'aime bien. Euh, donc le logo, j'en ai parlé, la salle, bah, le Chase Center est top. Euh, je pense que c'est pas mal. Après, sur l'identité visuelle, on pourrait rajouter. Je pense que les Knicks, avec la salle, avec pareil, des couleurs qui sont très très identifiables, ça en jette pas mal. Le logo est si iconique, donc je mettrais ces deux-là. Et hmm, pour le pire, peut-être. J'aime pas trop les couleurs de Milwaukee. Tout ce qui est le design, les maillots, j'ai jamais trop aimé les couleurs de Milwaukee. Et, euh, et Brooklyn, j'ai l'impression que c'est un peu. Il y a deux camps. Le côté très très simpliste qui a été choisi, noir et blanc, avec un logo qui peut paraître un peu fade aussi. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je suis pas trop fan du logo en lui-même. Par contre, je trouve que dans la salle, une fois dans la salle, le côté noir et blanc, ça donne il y a une atmosphère assez sympa qui se dégage quand même. Alors, moi, la dernière fois que je suis allé, enfin, si j'allais dire c'était il y a 10 ans, mais j'y suis retourné en octobre, ça avait un petit peu changé depuis.
L'équipe était moins compétitive là à la rentrée en octobre dernier. Euh, il y a 10 ans, il y avait quand même un truc quand l'équipe est compétitive, ça fait le côté un peu sombre, dark, qui est pas inintéressant. Mais généralement, c'est considéré comme la franchise qui a les couleurs les moins fun, le packaging un peu les moins fun. Pour ce qui est de la WNBA, j'aime bien aussi les couleurs et la salle de Seattle, tout va plutôt bien ensemble. Je trouve que ce qu'ont fait les Valkyries pour leur saison inaugurale, c'est un sans faute ou presque. Tout sur l'identité visuelle me semble cool. Là aussi, elles vont jouer dans une salle plutôt plus que sympa. Et j'aime les couleurs, j'aime l'identité visuelle qui est donnée à cette équipe-là. Les Aces, je trouve que c'était du bon travail aussi quand la franchise a déménagé à Las Vegas, tout ce qui est autour des jeux de cartes. Les couleurs peuvent paraître peut-être un peu sombres aussi, mais j'aime plutôt bien les maillots noirs en général. Euh, donc voilà pour la WNBA aussi. Question suivante qui nous vient de JB du Nicaragua, qui nous dit: en vivant au Nicaragua, j'ai la chance de voir le CQFR à mon lever à 5 heures du matin après m'être couché à 22 heures. Ma question cette semaine est de savoir où vous voyez Gershon Yabusele pour la saison 2025-2026. Alors la chance de Gershon, enfin c'est pas la chance parce qu'il a mérité cette chance-là, c'est qu'il a plusieurs options. Il peut soit, à mon humble avis, prioriser la compétitivité et jouer pour une équipe dans laquelle il prendra un peu moins d'argent que ce à quoi il peut prétendre ailleurs, mais qui lui assure d'être compétitif. Et il a montré qu'il avait le niveau pour être compétitif, même dans une équipe hyper dysfonctionnelle comme l'ont été les Clippers cette saison. Ou il peut simplement essayer de capitaliser, parce qu'il a quand même fait un sacrifice financier, ou un pari en tout cas financier pour venir à Philadelphie cette année, où il a payé par lui-même la clause de rachat de son contrat. Si on doit parler en équipe, je mettrais bien une pièce, ou en tout cas j'aimerais bien le voir dans une équipe comme Denver, qui a manqué de joueurs comme ça, qui étaient capables d'impacter en sortie de banc. Euh, Dans le secteur intérieur, même en s'écartant un peu, Gershon, il a une combativité, de très belles mains, une expérience des grands rendez-vous, que ce soit en sélection, dans ses clubs en Europe. Il est acclimaté à la NBA. Je pense que Denver, ce serait vraiment une très très bonne pioche. Euh, et sinon, pourquoi pas les Clippers? J'ai l'impression qu'ils se sont tournés autour pas mal de fois, qu'au final, il avait opté pour Philadelphie. Donc peut-être les Clippers qui pourraient avoir besoin d'un joueur comme ça. La seule réponse possible, c'est qu'il peut jouer, à mon sens, absolument partout et qu'il sera utile partout. Je préférerais le voir dans un contexte compétitif, donc pas du tout comme à Philadelphie cette saison. Je veux juste une équipe dans laquelle il peut jouer les playoffs et montrer qu'il sera très très bon en playoffs, avec un vrai rôle, peut-être en sortie de banc, peut-être dans le 5, mais avec un vrai rôle en NBA. Voilà, pour Gershon, on lui souhaite de trouver ça et je pense qu'il aura les opportunités. Il a totalement mérité après la super saison qu'il a faite avec Philadelphie. Question de Nico. On a beaucoup entendu parler cette semaine de la théorie du complot entourant Luka Doncic et Cooper Flag. Doncic envoyé aux Lakers pour relancer les audiences NBA en berne et en échange, Dallas reçoit Cooper Flag via le First Pick 2025. Personnellement, j'y crois. Après tout, la NBA est un business qui répond à l'appel du dollar. Alors devant les gains potentiels de cette opération, qu'est-ce que vaut une petite tromperie et une enveloppe glacée? Cela expliquerait ce trade incompréhensible de Nico Harrison. Et puis comme dit l'adage, plus c'est gros, plus ça passe. Ma question est la suivante. Dans l'histoire de la NBA, quelle est la théorie du complot à laquelle vous adhérez? Celle qui vous fait mettre votre chapeau en aluminium et qui vous rapproche un peu plus du Kyrie Irving de la grande époque. Merci pour votre réponse, tout en espérant que vous n'êtes pas des Illuminati à la solde de la Grande Ligue. Moi, je suis plutôt pas trop versé dans les théories du complot, quelles qu'elles soient en général. Mais, allez, s'il faut en choisir une, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la première retraite de Michael Jordan. Sur le fait que ce soit peut-être une suspension déguisée de la part de la NBA. Je me suis demandé, bon, j'étais pas adulte à l'époque, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments aujourd'hui? On a des gens qui parlent ici et là, on a des membres de la mafia qui se sont exprimés sur le sujet, d'anciens membres de la mafia qui se sont exprimés sur le sujet. Je sais pas, il était sous le coup d'une enquête autour des paris un peu intempestifs, des dettes qu'il avait contractées auprès de gens pas très recommandables. Euh, voilà, on a souvent dit que ça pouvait être une suspension déguisée pour éviter qu'il y ait un déballage public de toutes les casseroles qu'il avait en termes de gambling et puis peut-être même de contraction de dette auprès de gens pas très recommandables. Je dis pas que je le crois, hein, honnêtement, mais on sait qu'il avait des soucis
de jeu, un peu d'addiction au jeu. C'est un mec compétiteur maladif. C'est étonnant qu'il ait pu soit accepter le truc ou que même la NBA soit privée de son meilleur représentant. Mais voilà, si toutefois je peux avoir des doutes sur la vraie raison d'une retraite, donc là, à l'époque ça avait quand même été un épuisement mental, la perte de son père qui avait été assassiné 3 mois plus tôt, ça a du sens. Mais voilà, peut-être que c'est pas totalement étranger, je n'ai évidemment aucun élément tangible qui permette de dire euh, que ce soit le cas, mais moi j'avais vu l'interview de l'ancien membre de la mafia qui disait que il avait effectivement quelques dettes auprès de gens qui étaient prêts à mettre des pressions et tout ça, mais voilà, je suis pas trop. Pour ce qui est des loteries truquées, je pense que c'est une perte de temps. Il y a des coïncidences qui sont tout au plus amusantes ou étonnantes, mais on a personne n'a le moyen de prouver si personne ne dit quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vous engage à lire dans le bouquin GOAT qu'on a sorti. Il y a les GOAT des théories du complot avec cette retraite de Jordan, avec les loteries, notamment la 85 avec Patrick Ewing Onyx, avec les raisons de la sortie en fauteuil roulant de Paul Pierce lors des finales 2008, la climatisation sabotée par les Spurs pour battre le Heat, l'existence ou non des 100 points de Will Chamberlain, est-ce que le flu game était vraiment un flu game ou juste un hangover game avec une gueule de bois monstre. Est-ce que Delonte West a été l'amant de la mère de LeBron? Bref, plein de choses comme ça que vous pouvez retrouver dans le livre GOAT qui est toujours disponible sur le shop. Question suivante, question de Antoine V qui nous dit: suite à l'élimination de Cleveland cette nuit, donc la question date un peu, mais je faisais le rapprochement avec la situation d'OKC l'été dernier, une première place de conférence, une élimination en demi-finale, un coach of the year. OKC a pu vraiment passer un cap cette saison avec l'ajout de 2 role-players, Caruso et Hartenstein. Question pour vous, quel serait le ou les joueurs qui permettraient à Cleveland de pouvoir atteindre à minima les finales de conférence l'année prochaine? Très bonne question et question très très compliquée parce que je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça parce que je suis un sceptique de Donovan Mitchell, pas en tant que joueur à proprement parler. C'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, il est excellent. Il a fait des cartons offensifs à nouveau, hein, malgré l'élimination lors de la série. Je suis pas sûr, moi, que ce soit le leader d'une équipe qui puisse jouer le titre. Parce qu'on dit que les Cavs ont été blessés. Ils ont été blessés, évidemment. Hein. Ils ont Evan Mobley, Darius Garland, ils ont d'autres joueurs, DeAndre Hunter, Sam Merrill, qui ont tous manqué des matchs ou qui étaient diminués. Mais je me dis toujours qu'avec certains types de leaders, et il n'y en a pas beaucoup, ça aurait peut-être pu passer. Et je dis ça en étant ultra amateur de ce que proposent les Pacers depuis le début de la saison et des playoffs. Quel joueur permettrait à Cleveland de se... Ça va être intéressant l'intersaison des Cavs parce que est-ce qu'ils vont se dire juste on n'a pas eu de bol, on a eu des blessés, euh, dans d'autres circonstances ce serait passé, ou est-ce qu'ils vont se dire on a vu quand même qu'avec notre base, ce qu'on avait, on n'était pas à l'abri au premier obstacle vraiment sérieux de sortir. Donc je me pose la question. Est-ce qu'il devrait prendre alors moi, c'est un joueur que j'aime bien en plus, hein, et au niveau mentalité, il est irréprochable. Mais est-ce que utiliser un Jarrett Allen qui disparaît aussi un peu fréquemment en playoff, je trouve, pour recruter, j'ai pas de nom à vous donner, mais peut-être d'autres joueurs sur d'autres postes qui peuvent permettre de décharger un peu Donovan Mitchell quand il y a les matchs où il est obligé de mettre 40 points pour que les Cavs aient une chance de gagner. Au niveau défensif, c'était bon. Je sais pas. Est-ce qu'il faut tenter est-ce qu'ils doivent tenter Giannis Antetokounmpo par exemple? Oui, tout le monde devrait tenter Giannis Antetokounmpo. Et auquel cas, dans ce cas-là, quel joueur serait sacrifiable? Moi, il y a presque que Evan Mobley que je garderai à coup sûr. J'ai beau bien aimer Darius Garland, je pense qu'effectivement, parfois, il peut être peut-être un peu juste. Peut-être que je retenterai sous cette version-là, en me disant qu'il n'y aura pas les mêmes galères, en essayant de renforcer. Le banc était plutôt bon, mais on a vu les limites de Ty Jerome. DeAndre Hunter n'a pas pu disputer les matchs à 100%. Je pense que j'essaierai peut-être comme ça, en me disant qu'il y a eu des circonstances, et si effectivement là après ça fonctionne pas, tenter avec les atouts qu'il y a, tous les meilleurs joueurs disponibles sur le marché possible et imaginable pour essayer de les renforcer. Et moi j'aimerais juste une situation où, et c'est vraiment juste mon opinion, hein, Théo et Antoine ne sont pas du tout d'accord avec ça,
Si Donovan Mitchell c'est ta deuxième option ou ton option 1 bis, je pense que là t'es très bien. Mais après, qui peut être l'option 1? Je pense pas que ça puisse être Evan Mobley. Si Evan Mobley c'est ton option 2 ou 2 bis, 3, qu'importe, c'est génial. Moi je pense qu'il devrait essayer de trouver un 1 ou un 1 bis qui soit compatible avec Donovan Mitchell et avec l'équipe déjà en place. Voilà. Question de Régis. Je suis plutôt d'accord avec Antoine sur le fait que la timeline des Spurs n'est pas vraiment raccord avec l'âge de Yanis. Alors oui, il ramènerait un top 5 joueur NBA actuel, mais je ne suis pas certain que l'équipe puisse vraiment viser le titre en ajoutant Yanis avec un Victor en début de carrière et un groupe globalement jeune et inexpérimenté. Si tout va bien pour Victor, son prime arrivera dans 6 à 8 ans et à ce moment-là, Yanis sera proche de la fin. Pourquoi ne pas copier OKC ou Boston qui se sont construits sur des années via la draft et quand ton top player est à son prime, en faisant les ajustements nécessaires si ça ne donne toujours rien. J'ai l'impression qu'on veut tout de suite, sans avoir encore rien prouvé. Victor est fort, mais les Spurs ne sont même pas allés en play-in ou play-off avec leur groupe actuel, donc on ne connaît pas la vraie valeur de ce groupe. Il faudrait peut-être prendre le temps d'attendre, en draftant encore du jeune à fort potentiel et voir comment se développent ces joueurs. On oublie que les grands joueurs ont souvent mis longtemps avant d'avoir un titre NBA. Je ne pense pas que Victor fera exception. C'est effectivement l'avis d'Antoine, c'est un avis que je suis pas loin de partager. Par contre, il y a des joueurs, et Giannis Antetokounmpo en fait partie, qui se refusent pas. En fait, si l'opportunité se présente, si tu sais que Giannis est OK pour venir jouer à San Antonio, si le projet l'intéresse, je pense qu'il faut peut-être accélérer le processus. Il ne faut pas le faire pour tout le monde. Moi, je l'aurais fait pour Giannis, pour Luka, pour Jokic évidemment, mais la question ne s'est jamais posée. Et à part ça, peut-être pour Anthony Edwards éventuellement, mais sinon pour personne. Yanis, donc, pour moi, si les Spurs ont l'opportunité, ils doivent sacrifier une partie de leur jeune noyau, que ce soit Castle, que ce soit Vassell. Je pense que tout est envisageable pour faire venir Yanis. Si tu peux avoir une association Yanis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, à mon avis, il ne faut pas se priver. Évidemment, il ne faut pas solder toute l'équipe et tout l'avenir juste pour ça. Mais s'il y a une fenêtre de tir et que ça implique de sacrifier un ou deux jeunes joueurs, je pense qu'il faut le faire. Et ça ne veut pas dire que ce que tu dis n'est pas vrai, c'est-à-dire que parfois les gens vont trop vite. Les exemples récents d'OKC et de Boston sont plutôt parlants. J'aime bien les constructions patientes, les développements aussi, mais il y a des joueurs avec lesquels il n'y a pas de question à se poser, je trouve. Et Yanis en fait partie. Petit jeu proposé par Guilhem. Pour se sortir la tête des playoffs, je vous propose une mise en situation idiote avec un choix crucial à faire. À la suite d'une énième take claquée, les dieux du basket, oui ceux qui donnent des premiers pics de draft aux Mavs, ont décidé de vous punir. Ils vont vous obliger à regarder un match, que dis-je, une parodie de basket impliquant toutefois des joueurs NBA. Les matchs ont lieu au City Stade de Mantes-la-Jolie. Désolé Théo. Vous avez le choix entre 3 affiches. J'ai volontairement écarté les joueurs ayant joué il y a trop longtemps pour avoir un avis décent. Match 1, les joueurs les plus petits contre les plus grands. Donc l'équipe 1, Muggsy Boggs 1m60, Earl Boykins 1m65, Spud Webb 1m68, Greg Grant 1m70 qui a été drafté en 89 nous précise-t-il, et Keith Jennings 1m70, 3 saisons aux Warriors entre 92 et 95. Équipe 2, Sean Bradley 2m29, Yao Ming 2m29, Taco Fall 2m29, Manu Tebol 2m31 et George Morezan 2m31. Et donc quel match alors il y a d'abord d'autres matchs. Match 2, les joueurs les plus jeunes contre les plus âgés. Équipe 1, Kevin Willis, 44 ans. Robert Parrish, 43 ans. Vince Carter, 43 ans. Udonis Haslem, 42 ans. Dikembe Mutombo, 42 ans. Contre les plus jeunes, donc l'équipe 2, Andrew Bynum, 18 ans. Jermaine O'Neal, 18 ans. Kobe Bryant, 18. Milicic, 18. T-Mac, 18. Chacun avec des jours. Alors le plus jeune, c'était Bynum avec 18 ans et 6 jours. Et le match 3, les plus légers contre les plus lourds. Équipe 1, Spud Webb, Earl Boykins, Muggsy Boggs, Greg Grant, Elliot Perry, 68 kg. Et l'équipe 2, donc celle des plus lourds, Oliver Miller, 170 kg, Shaq, 163, Eddie Curry, 159, Michael Sweetney, 158 et Kevin Duckworth, 145. Quel match allez-vous voir? Et question bonus, quelle équipe gagne à la fin? Ouais, c'est du... c'est compliqué. Hein. Quel match j'aurais envie de voir? Les plus petits contre les plus grands, ça pourrait être amusant, le dynamisme et la vivacité des petits m'intéresserait. Les grands, on n'a pas pris les plus mobiles en plus. Ouais, les petits contre les grands en tant que petits, je m'inclurais dedans et j'aimerais bien voir ça.
Les plus jeunes contre les plus âgés. Une équipe de jeunes où il y a Kobe, T-Mac, Jermaine O'Neal même, c'est plutôt bien. Contre les anciens, j'aimerais le voir, mais je pense que c'est injuste pour les anciens, ils ne tiendraient pas la route. On a pris les anciens à l'âge auquel ils ont terminé leur carrière, hein. Donc même Vince Carter, même Mutombo, bon, à cet âge-là, ça aurait été compliqué quand même. Mais bon, sur celui-là, je pense que les jeunes gagnent. Et le troisième match, les plus légers contre les plus lourds. Ça aussi, c'est marrant, ça se rapproche un peu du plus petit, plus grand. La mobilité des petits, à mon avis, leur permettrait de gagner, même si ce serait pas simple forcément d'attaquer le panier. Quoique, dans l'équipe 2, il y a Shaq quand même. Enfin, Shaq à 163 kilos. Donc, moi, en tant que petit, je mise sur les petits. Voilà, c'est tout. Question de Flying Flow. Ma question porte sur le manque de profondeur de l'effectif des Nuggets. Ceux-ci ont en effet joué à 6,5 voire 7 sur la quasi-totalité des playoffs, alors que chaque franchise NBA a droit à 15 contrats garantis, plus 2 contrats two-way. Comment expliquez-vous qu'aucun des 10 autres joueurs de l'effectif ne soit jugé apte à évoluer en playoffs? La faute incombe-t-elle au coaching staff qui n'a pas su développer techniquement et physiquement ses role-players durant la saison régulière? Des joueurs d'expérience autrefois titulaires indiscutables en NBA tels que DeAndre Jordan et Dario Saric ont joué les tourneurs de serviettes sur le banc au lieu de donner quelques minutes pour faire souffler Jokic, le staccanoviste des parquets. Comment expliquez-vous cet état de fait qui coûte cher aux Nuggets? Le coaching staff est-il simplement réaliste quant à la valeur intrinsèque de son banc, ou s'agit-il d'un manque de vision et d'imagination que d'aucuns qualifieraient de faute professionnelle? Un ou deux joueurs de rotation supplémentaires auraient changé grandement la donne et fait de la franchise des Rocheuses le favori au titre. C'est l'impression qui est ressortie de cette campagne de playoff pour Denver. On a pas mal parlé des difficultés à faire jouer Peyton Watson, Julian Strother à l'exception du match où il a été énorme, le match 6 donc du coup. Euh, Russell Westbrook par instant a été très bon, très utile, mais a aussi malheureusement eu ses limites à un moment donné. Alors, à qui la faute? Alors ça, on a pu voir quand même qu'il y avait incompatibilité en termes d'opinion et de sensibilité sans doute entre le GM et le coach, hein. Michael Malone, lui, était pas trop pour l'espèce de double timeline qui avait été enclenché avec les Strother, avec les Watson, avec les jeunes qui l'espéraient développer, alors que Calvin Booth voulait visiblement que ce soit le cas. Donc je pense que c'est pas une seule personne, c'est l'ensemble de la franchise. C'est la direction plus le coaching staff qui soit n'a pas su développer suffisamment, donner assez de temps de jeu ou développer suffisamment les fameux joueurs dont on a parlé. Euh, et à la fois la franchise, le front office, donc le GM, qui a pas su anticiper les besoins du coach et les besoins de l'équipe une fois arrivé en playoff. Je pense que c'est malheureusement aussi simple que ça, et donc c'est ce qui leur manque, c'est effectivement cette petite profondeur qu'on peut voir chez le Thunder par exemple. Sur la fin de la série, on a pu voir que les Kayson Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, c'est pas des grands noms de la ligue, mais c'est des joueurs qui ont été responsabilisés pendant la saison avec des rôles en sortie de banc et qui ont eu leur moment pour briller, et qui, quand le moment de répondre est arrivé, ont répondu. Donc après, la faute, à qui est-ce qu'elle incombe? Elle incombe à l'ensemble des décisionnaires de la franchise, et donc aussi au coaching staff qui a pas su les développer correctement, qui n'en voulait probablement pas à la base, qui aurait probablement aimé plus de joueurs d'expérience. Et ce qui leur manque, je pense, des joueurs comme Gershon Yabusele, dont on a parlé juste avant, et, euh, et ouais, plus de profondeur, un groupe plus élargi pour répondre aux menaces spécifiques selon les match-ups, selon les adversaires. Je pense que ce serait pas mal, et je pense que Denver va évidemment travailler dessus. Question de Christian. Bonjour la team Basket Session, mes compagnons de RER chaque matin et chaque soir. Je vous entends dire tous que pour gagner une série, il faudrait avoir le meilleur joueur de la série sur le parquet. Parlons des Pacers qui ont affronté Giannis Antetokounmpo puis Donovan Mitchell, qui étaient les meilleurs joueurs, du moins statistiquement, sur les deux séries face aux Pacers. Sauf que ça a fait 4-1 deux fois, 4-1 x 2, même s'il y a eu des blessures. Ça fait partie de la NBA et il y en a chaque année. Je veux mettre en avant un collectif où aucun joueur n'est à plus de 20 points de moyenne sur cette demi-finale, mais 3 joueurs à plus de 16 points, 2 à plus de 14 points et 1 à plus de 11 points, tous à plus de 50% d'adresse globale et 40% à 3 points. C'est mieux qu'un seul joueur à 30 points de moyenne. Le coach Carlisle l'a dit, la ligue est ouverte cette année. Pensez-vous effectivement que s'ils sortent de l'Est, les Pacers peuvent battre une équipe de l'Ouest en finale, genre OKC ou Minnesota? Alors, Indiana, j'aime beaucoup ce format d'équipe avec plein de joueurs utiles et responsabilisés. Là, tu parlais de Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, enfin, c'est ces joueurs-là avec les moyennes de points que tu évoquais.
Et visuellement, je trouve toujours ça cool. Et je trouve aussi que, alors ils ont peut-être pas la superstar de la ligue, mais ils ont quand même une tête de gondole identifiée. Tyrese Haliburton, dans les moments chauds, il a montré il était au niveau d'un Donovan Mitchell, de joueurs comme ça, en tout cas sur la capacité à prendre ses responsabilités. Donc j'adore ce qu'ont fait les Pacers sur la deuxième partie de saison et sur les playoffs. Et comme ça, je dirais qu'il me semble peut-être un peu juste en termes d'effectifs pour battre Oklahoma City ou Minnesota, mais on ne peut plus leur interdire d'y croire. Et on ne peut pas forcément les balayer s'ils arrivent jusqu'en finale NBA. S'ils y arrivent, c'est qu'ils auront battu les Knicks, qui ont un effectif théoriquement plus talentueux, en tout cas sur les joueurs majeurs de l'équipe. Donc c'est qu'ils auront encore cette formule-là d'un gros collectif aura encore fonctionné. Donc il ne faut pas s'interdire d'y croire, je pense, tout simplement. Ils ont un très bon coach qui a déjà gagné le titre. Donc à leur place, j'y croirais. Moi, est-ce que j'y crois? Pour le titre, non. Pour passer New York, pourquoi pas? New York me semble favori, mais Indiana a plein d'arguments pour les embêter. Et après, en finale, OKC ou Minnesota, j'ai peur que ce soit un peu juste. Mais les Pacers ont pris l'habitude de nous faire mentir et de nous montrer qu'il fallait absolument pas... qu'il fallait croire en eux tout simplement et en leur collectif. On enchaîne avec une question de Camille. Je vous écris parce que je trouve cette saison de playoff géniale. Je vous avais écrit il y a plus d'une semaine pour comparer les deux conférences. Je voyais les Pacers dans le même chapeau que les Cavs et les Celtics, forts mais pas au point de mener 3-1 en gagnant un match de 40 points à la mi-temps. Pareil pour les Knicks qui ont monté 2 fois un écart de 20 points à Boston. Il y a pas mal de matchs serrés, de retournements de situation et de momentum dans les matchs et séries. Je suis les playoffs NBA depuis près de 20 ans et c'est pour moi l'une des saisons les plus agréables à suivre. La post-saison est loin d'être terminée et on n'est pas à l'abri de purges ou de séries moins palpitantes, mais c'est potentiellement l'une des meilleures saisons de ces 10 dernières années. Qu'en pensez-vous? Je pense que le fait qu'il y ait des surprises, des choses inattendues, pour un fan qui n'a pas forcément une équipe préférée, un die-hard fan d'une équipe en particulier, et si ton équipe s'est pas faite sortir, je pense que les observateurs neutres, effectivement, peuvent considérer que c'est une des campagnes de playoff les plus intéressantes pour l'instant, avec des équipes surprises. Hein. Le dernier carré, là, il est assez dingue. Hein. Le New York Indiana à l'Est n'était pas garanti du tout. Le Oklahoma City Minnesota, ça reste des franchises qui n'ont pas spécialement l'habitude de se retrouver aussi loin. Moi aussi, j'ai pris du plaisir. Il y a des séries qui ont été plus intéressantes que d'autres. Celle de l'Ouest, il y a eu un niveau très très élevé sur certaines d'entre elles. Hein. Les 2 séries où Denver a été impliqué contre les Clippers, puis contre le Thunder, ont été géniales à regarder, je trouve. Et à l'Est, même si toutes les séries n'ont pas été belles, celles qui sont un peu besogneuses, avec des matchs serrés et bien âpres, je trouve que c'est aussi cool aussi. En fait, ça dépend. Et là aussi, c'est les goûts et les couleurs, mais je comprends qu'on puisse considérer cette post-saison comme l'une des meilleures. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut dire ce qu'on entend par meilleure. J'avais bien aimé celle qui avait débouché sur une finale Milwaukee-Phoenix, parce que en fait, j'aime bien la sensation de nouveauté. C'est toujours plus intéressant et intriguant que quand on a 4 années de suite les mêmes finales ou la plupart des mêmes équipes qui se retrouvent très très loin. Mais tout se vaut, je pense que c'est aussi, même quand on voit des équipes revenir tous les ans, c'est aussi une belle preuve d'accomplissement, de régularité dans le travail. Alors là, on n'en a plus. Et le fait que ce soit de plus en plus dur de retourner en finale ou de gagner le titre, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant aussi. Après, comment les classer, il faudra vraiment se pencher saison par saison sur chacune des séries de playoffs. Mais oui, je pense qu'on peut la considérer comme l'une des meilleures depuis 10 ans, en tout cas une des plus intéressantes. Question de Vincent. Vincent C, toujours un plaisir de vous écouter depuis l'Australie où vos analyses me poussent à me replonger encore plus dans la NBA et la WNBA et à imaginer le futur des franchises en cours avec les résultats de la loterie qui sont tombés et les résultats surprenants de celle-ci. Je me demandais quel était votre avis sur un potentiel scénario où les 3 premiers pics pourraient changer de main, ce qui serait sans doute une première. Voilà ce que je voyais. Dallas, avec l'objectif de gagner à court terme, je me disais qu'il voudrait sans doute monter un échange pour une star, peut-être Giannis, afin de gagner tout de suite et offrir à une équipe en reconstruction, le premier pick. San Antonio, vu comme les lignes arrière sont chargées, je les imagine bien essayer de reculer dans la draft pour récupérer Knuppel, qui semble être le meilleur shooter de la draft, et récupérer des picks supplémentaires l'année prochaine, ou quelques vétérans. Et Philadelphie, je les vois bien monter d'un cran pour récupérer Harper, ou essayer un package pour récupérer un joueur confirmé à associer à Tyrese Maxey et Joel Embiid,
peut-être Lauri Markkanen, vu comme le Jazz a perdu sur la loterie. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que l'idée m'intéressait, pour Dallas en tout cas, je trouve que l'idée avait du sens avant que les Mavs ne s'expriment sur le sujet. Ils ont l'air de dire qu'il n'y aurait pas du tout de trade de pick, qu'ils vont garder le first pick, donc Cooper Flag, sauf séisme. Et, et c'est ce que feront après les Mavs qui sera intéressant avec Flag autour de lui. Les moves qui vont être faits dans la foulée. Mais je pense pas que ce first pick ne sera pas tradé. J'y ai songé quand la loterie est tombée. On se demandait ce que ferait Nico Harrison. Forcément, il nous a un peu surpris ces derniers mois, on va dire. Là, je pense vraiment qu'ils vont garder Cooper Flag et c'est plus autour que je me pose des questions. Pour San Antonio, je pense pas qu'ils vont reculer pour Knuppel. Je pense qu'ils vont prendre le meilleur joueur disponible en 2 et qu'a priori, ça devrait être Dylan Harper. Je l'ai déjà dit dans les podcasts SQFR, mon deuxième joueur préféré de cette draft, c'est plutôt VJ Edgecombe, qui serait d'ailleurs pas mal à San Antonio. Gros athlète, gros défenseur. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais Harper, ce sera très très bien. Et je pense pas qu'ils vont passer. Ils peuvent par contre encore l'inclure dans un trade, ça c'est pas impossible. Ça a été moins catégorique que du côté de Dallas, à mon avis. Ils vont attendre de voir qui est disponible sur le marché, si ça peut être jouable pour Giannis, comme on en parlait tout à l'heure. Mais pour l'instant, ils vont le conserver. Je les vois pas trade down non plus. Et Philadelphie, monter d'un cran du coup pour récupérer Harper, ou un package pour récupérer un joueur expérimenté. Je vois plus la théorie de l'échange du pick pour Philadelphie à la limite, pour trouver un joueur pour associer à Maxi Embiid. Parce qu'il y a déjà des rumeurs sur un départ de Paul George qui sera pas simple. Et un joueur comme Markkanen peut faire du bien à Philadelphie, ça peut être une idée intéressante. Mais tout dépend encore et toujours, à mon avis, de la santé de Joel Embiid. Si on a un Embiid qui est apte à jouer à 100% ou pas loin, peut-être pas à 100%, mais au moins un pourcentage intéressant, ça change toute la donne. Et après, la construction autour est totalement différente. Markkanen, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Le Jazz qui pourrait monter, parmi les trois que tu as proposés, je pense que c'est le plus crédible, peut-être un trade du pick pour récupérer un joueur de calibre All-Star. Question de Théo, pas le nôtre, mais un auditeur fidèle qui voudrait réagir à un CQFR dans lequel on évalue le plafond de Jalen Brunson en le revoyant à la hausse. Pour moi, il est très haut, d'où ma question. Si on s'accorde tous à dire que ce ne sera pas Jordan ou LeBron, peut-il en fin de carrière être dans la même catégorie qu'un Kobe, gros scoreur et leader qui amène son équipe au titre ? C'est une bonne question. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le plafond de Brunson peut encore être repoussé parce qu'il n'a pas arrêté de les repousser à chaque fois qu'on lui a mis des limites. Est-ce qu'il peut être dans la même catégorie qu'un Kobe ? En termes d'aura, je pense que non. Kobe, il fait partie des joueurs qui sont devenus des modèles et des joueurs admirés par des fans en dehors de la franchise des Lakers. Brunson, à mon avis, il va finir comme idole, icône, l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs préférés des fans des Knicks, en tout cas de ceux qui l'auront connu, mais peut-être pas comme un joueur dont l'aura va dépasser le cadre, les frontières de New York. Attention, c'est un All-Star et plein de gens qui l'apprécient, qui admirent ce qu'il fait pour les Knicks, mais je pense pas que ça va être une icône, en tout cas en dehors de New York. Donc je le mettrai pas dans la même catégorie. Par contre, ça peut très bien devenir un membre du Hall of Fame et un joueur qui fait gagner un titre à New York, ce serait, pour la légende, ce serait incroyable. Mais non, je le mettrai pas dans la même catégorie et la question de son plafond, elle se pose toujours parce qu'il repousse constamment. Je le répète, il est passé de role player à Dallas à meneur important à Dallas dans les playmakers principaux avec Luka, puis à All-Star avec les Knicks, puis à franchise player des Knicks, puis à joueur qui fait gagner les Knicks et les emmène jusqu'en finale de conférence. Pourquoi il ne pourrait pas faire encore plus ? Donc on verra dans quelques jours, dans quelques semaines, jusqu'où Jalen Brunson aura été. Mais même si je ne le mets pas dans la même catégorie qu'un Kobe, ça ne veut pas dire du tout qu'à la fin de sa carrière, on ne se dira pas que ça a été un joueur magnifique, exceptionnel et que les fans des Knicks mettront très très haut dans le panthéon de leurs chouchous.
Question d'Erwan. Dans les débats sur la future destination de Yanis, on revient un peu à Yanis, hein, parce que c'est quand même. Il y a eu beaucoup de questions sur Antetokounmpo. Je lis beaucoup de commentaires sur son possible rejet de telle ou telle destination. Les fans de NBA vivent-ils toujours dans l'ancien monde avant le 1er février 2025, quand les franchise players sans no trade clause avaient leur mot à dire lors d'un transfert? Plus sérieusement, les Bucks vont recevoir 29 propositions de transfert. Selon vous, jusqu'où peuvent-ils descendre pour accommoder Yanis? Pas de sentiment et ce sera le meilleur package et rien d'autre? Ou peuvent-ils accepter pour service rendu de prendre la deuxième, voire la troisième meilleure option? Aucune limite pour le joueur qui a offert le titre en 2021 si Yanis veut les Lakers et rien d'autre, ce sera Reeves, Hachimura et deux premiers tours de draft. C'est une vraie question parce que t'as raison Erwan, maintenant on est un peu moins dans... J'ai l'impression que les franchises, oui, sont moins dans la... s'accommodent peut-être un peu moins, mais les cas les plus récents, avec Lillard notamment, avec Jimmy Butler, c'est des cas où il y avait un petit conflit quand même. Où il y avait, où avec la direction, ça s'était pas très bien terminé, où il y avait, voilà, un peu d'animosité, donc la franchise avait, je pense, moins de volonté de le faire. Par contre, il y a des équipes qui sont tout à fait capables d'offrir à un joueur, en tout cas d'écouter la shortlist d'un joueur, et après d'essayer de faire en fonction. J'ai l'impression que la relation entre Yanis et John Horst, le GM qui a été reconduit, est un peu de cette nature-là, et que ils vont pas, s'il dit je veux jouer à, oui voilà, aux Lakers par exemple, je pense pas qu'ils vont aller aussi bas que Reeves, Hachimura et deux premiers tours de draft. Peut-être que je me trompe. Je pense qu'on aura un compromis entre une équipe dans laquelle Yanis veut aller, où il aura signifié à, à Milwaukee et à John Horst qu'il veut y aller, et une contrepartie quand même satisfaisante. Ils vont discuter, ça va se faire en bonne intelligence. Si ça se fait, encore une fois, on n'en est pas là, mais et je les vois pas du tout l'envoyer dans un endroit où il n'aurait pas du tout envie d'aller. Je veux dire n'importe quoi, Sacramento, Portland, enfin une équipe qui n'a pas l'air d'être sur une pente ascendante pour jouer le titre. Voilà. Pour l'instant, les relations, on les a vues comme ça. Hein. Je pense qu'il y aura une shortlist, parce que là, on a vu un peu, c'est graduel. C'est-à-dire que là, maintenant, on a la news selon laquelle il est ouvert à l'idée. Donc il y a les discussions avec Milwaukee, hein, mais il va leur donner deux trois noms d'équipes. Je pense pas que ce sera une, genre je veux absolument aller là. Il va donner quelques noms d'équipes et les Bucks vont discuter avec ces équipes-là et voir quel est le meilleur package. Voilà. Je pense que ça va être ça. Et qu'il y aura pas, ce sera pas ils vont pas aller au plus bas juste pour lui faire plaisir. Par contre, ça c'est sûr. Ça va se faire en bonne intelligence. Question de Bellano. Une question un peu hors actu. Est-ce que vous ne craignez pas que la NBA parte en vrille? En effet, je suis en train de me demander si la nouvelle génération de proprios ne va pas tout nous gâcher. Cette saison, les choses ont dégénéré. Je pense en premier lieu aux Mavs évidemment. Passé la surprise, je trouve quand même que ce trade fausse complètement la ligue et est scandaleux pour tous les amoureux de basket. Mais aussi à Matisse Bia, qui a complètement pété une équipe finaliste il y a peu et perdu la franchise des Suns pour des années. Voire aux nouveaux qui arrivent. Il se dit aux US que les Celtics risquent de casser leur roster cet été, d'autant plus avec la blessure de Tatum. Bref, ne craignez-vous pas que ces nouveaux dirigeants nous gâchent le plaisir. Personnellement, je n'ai pas trouvé que la NBA cette saison était un show permanent, comme l'ont dit certains. Je trouvais déjà que les trade deadlines changeaient trop le cours de la saison. Mais là, c'est le grand n'importe quoi, et même si je ne soutiens aucune franchise en particulier, j'avoue que pour la première fois, ça m'a bien agacé. Je pense pas qu'il y ait plus de proprios imprévisibles ou impulsifs qu'à une autre époque. Il y a toujours eu des mecs qui, soit juste en arrivant, avaient la folie des grandeurs et cherchaient à faire des trades marquants, comme Matisse Bia, ou qui prenaient des décisions un peu étonnantes et radicales par rapport à d'autres joueurs. Ça, il y a plus ou moins toujours eu. Il y a des mecs qui ont dilapidé des franchises de manière terrible. Vous pouvez d'ailleurs retrouver à nouveau, je refais la promotion du livre GOAT qu'on a sorti, les GOAT des pires propriétaires, dans lesquels vous pouvez voir qu'il y a quand même des sacrés phénomènes à l'époque et pas que récemment. Dans les nouveaux, je suis pas sûr qu'ils soient plus mauvais ou différents totalement des autres. Alors pour Dallas, on a quand même des gens qui ne connaissent pas très bien le basket, parmi vraiment les proprios, qui ont donné les clés, qui ont confirmé en tout cas à Nico Harrison que c'est lui qui avait les clés. Donc à partir du moment où c'est délégué à quelqu'un qui est censé connaître le basket, moi je vois pas de problème. À Phoenix, il est très très interventionniste quand même. Matisse Bia, il connaît le basket, c'est un ancien joueur. Mais c'est-à-dire que
il peut y avoir des gens qui connaissent très bien le basket et qui prennent des décisions hallucinantes. Il peut y avoir des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui sont très interventionnistes. Il y a de tout et il y en a eu à toutes les époques. Donc non, je crains pas que la NBA parte en vrille. J'ai pas l'impression. Parfois, les rapports de force entre les joueurs, les proprios, les dirigeants s'inversent un peu, le curseur bouge, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans une période où ce soit bien pire. Au niveau des personnalités, il y a quand même eu des sacrés phénomènes, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y a un grand chambardement et des mecs encore plus imprévisibles et impulsifs. Je me trompe peut-être, on va voir. Effectivement, il y a des nouveaux proprios ici et là. À Portland, ça va aussi bientôt changer. À, à Boston, on va apprendre à connaître la nouvelle direction, vu que Grousbeck et le fonds d'investissement qu'il représente s'en vont, hein, pour la modique somme de 6 milliards de dollars, et pile au moment où Boston est en train de connaître des moments compliqués. On va voir qui y aura. Et pour Matisse Bia, j'ai aussi l'impression qu'il a passé le stade de l'impulsivité qui donne envie de recruter à tout va. Et il m'a semblé avoir en tête de reconstruire plus calmement, je pense. On verra si on se trompe. Question de Julien M. Je suis de retour, le boucher qui fait ses brochettes quotidiennes avec votre podcast tous les matins. Quel bonheur de suivre ma télé-réalité préférée, la NBA, avec vous et vos avis respectifs. C'est très gentil, merci. Si demain vous vous réveillez et qu'un génie vous propose de pouvoir revivre un match NBA, WNBA, international et d'y assister en présentiel sans savoir le score ou le déroulé du match, quels seraient le ou les matchs que vous aimeriez revivre en direct pour pouvoir dire j'y étais? J'aurais dû y réfléchir à cette question avant de la sélectionner pour avoir des réponses très pertinentes à donner. Alors je vais donner celle de Julien quand même qui nous les donne dans la question. Si je devais en choisir un seul, ce serait les 100 points de Wilt Chamberlain, juste pour vérifier si c'est vrai. C'est une bonne idée. Et plus sérieusement, pour la NBA, je prendrais le match de San Antonio contre Miami, le Game 6 de 2013 avec le shoot de Ray Allen en vrai. Pour la WNBA, les Lynx contre le Liberty avec le shoot de Sabrina Ionescu. Et pour l'international, même si le match n'est pas fou, le Carmelo Anthony Game contre le Nigeria. Pour halluciner en live, je rappelle que vous ne savez pas le déroulé du match ni le résultat. Ouais, exercice intéressant à faire. Je pense direct à la WNBA. Un match que j'aimerais revoir, c'est quand c'est le match 5 des demi-finales de conférence 2018 entre Seattle et Phoenix. Donc Sue Bird d'un côté, entre autres Diana Taurasi de l'autre. Sue Bird qui se fait exploser le nez au match précédent et qui joue avec un masque et qui est juste énorme, qui marque je sais plus combien de points dans le quatrième carton, enfin qui est vraiment décisive, exceptionnelle, en mode vraiment en Avenger masqué, et qui ouais, je crois que c'est 14 de ses 22 points dans les 6 dernières minutes du match pour Sue Bird, qui était déjà pas toute jeune non plus, hein, mais qui a eu une sorte de coup de show magnifique, et vu que c'est une de mes joueuses préférées, forcément c'est le genre de match que j'aurais aimé voir. Il y en a plein d'autres, hein, sur des finales entre Minnesota et Los Angeles par exemple, avec les deux très très grosses équipes, la dynastie des Lynx et tout. Bon, on peut en trouver plein, ou même plus récents, hein, dans l'histoire de la ligue. Pour la NBA, sans savoir le résultat, bon, les 81 points de Kobe, ça peut être marrant quand même. T'attends pas forcément à avoir un record à ce moment-là. Je pense à un match où il y a un game winner incroyable qui plie une série, type ceux de Damian Lillard contre OKC par exemple. Enfin, des trucs comme ça avec des finishes énormes. Je pense que ça aurait été cool. Et à l'international, je peux rien dire d'autre. Je pense que au JO États-Unis-Espagne 2012, du coup, c'était voilà, le niveau de jeu et l'impression que l'Espagne pouvait le faire. Je pense que c'est énorme. Mais sinon, un match de l'équipe de France, peut-être celui où les Bleus je sais pas, soit décrochent la qualif en finale pour les JO, soit celui où ils gagnent l'Euro avec Thomas Hurtel et le short. Je sais pas, peut-être quelque chose comme ça, je pense. C'était la dernière question pour aujourd'hui. On fera une nouvelle salve normalement en fin de semaine pour vous la proposer samedi matin. On vous tiendra évidemment au courant de ça, mais continuez d'envoyer vos questions. N'hésitez pas et insistez. Si malheureusement elles n'ont pas été sélectionnées, en général ça fonctionne bien. On finit par les poser. Merci de continuer à être aussi fidèle, à vous abonner, à commenter nos publications et tout ce qu'on vous propose. Il y a encore plein de choses, hein, sur la chaîne. Vous pouvez retrouver le podcast de mardi
matin sur l'Enix avec Antoine, Théo et Guillaume, un autre membre très très important de l'équipe de Reverse Basket Session que vous connaissez moins mais qui est essentiel comme tant d'autres. Vous pouvez aussi retrouver le Hope Culture de dimanche avec Théo et Pierre Armand et tous les CQFR le matin en général avec ces playoffs excitants qui continuent de se dérouler. Merci à tous et passez une bonne journée.